parler avec nous ce soir de cette double tragédie. Notre invité est le professeur Raphaël Pitti, qui est déjà venu plusieurs fois à Remiremont. Je vois d'ailleurs dans la salle qu'il y a des récidivistes, donc il y en a déjà un certain nombre parmi vous qui le connaissent. Mais bien sûr, je vais quand même vous le présenter. Raphaël, tu es médecin humanitaire, médecin anesthésiste réanimateur, professeur en médecine d'urgence, spécialiste en médecine de guerre. Et en 2012, tu as entendu un appel poignant d'un médecin franco-syrien qui expliquait qu'en Syrie, les hôpitaux étaient bombardés, les soignants étaient tués par ceux qu'ils soignaient, et donc aussitôt tu as décidé de partir en Syrie. Depuis 2012, tu as fait déjà 32 missions en Syrie. Tu es investi dans l'aide à tes confrères syriens pour aller au-devant de la population qui est en souffrance et pour rendre à toutes ces personnes leur humanité et leur dignité. Mais tu as aussi formé les soignants syriens à la médecine de guerre et tu es devenu le responsable de formation de l'UOSSM. Il vous expliquera ce qu'est l'UOSSM. C'est l'Union des organisations de secours et soins médicaux. C'est l'ONG franco-syrienne, et bon, il y a aussi des médecins d'autres pays, mais c'est beaucoup de médecins syriens et français, avec qui donc il effectue ses missions en Syrie. Et de plus, tu ne cesses de dénoncer l'intolérable que tu côtoies au quotidien depuis 10 ans. Tu interpelles constamment les décideurs politiques, les instances internationales pour réclamer le respect du droit international. Depuis 2 mois, maintenant que la guerre s'est invitée en Ukraine en plus, tu as commencé en Ukraine à faire ce même travail, ces mêmes missions qu'en Syrie. Alors, avant que nous parlions en plus en détail à la fois de l'Ukraine et de la Syrie, est-ce que tu pourrais réexpliquer rapidement ce qu'est l'UOSSM, ce qu'est ton rôle de formateur dans cette ONG? Et ensuite, on évoquera le problème en Syrie et en Ukraine. Merci à vous tous d'être là ce soir. Alors, l'UOSSM est né en 2011 lors des grandes manifestations à Alep contre le régime de Assad. Et lorsque le régime a commencé à agresser les populations qui manifestaient, alors que les manifestations étaient très pacifiques, hein, il y a eu cependant un élément qui a fait basculer justement vers la violence. C'était à Deraa, où des enfants avaient écrit sur le mur de l'école de Deraa ce qui était le mot d'ordre de la révolution du printemps arabe. Les Tunisiens avaient commencé manifester en disant « dégage Ben Ali ». Et puis c'était après « dégage Kadhafi »,« dégage Moubarak », et les Syriens et les enfants en question avaient écrit sur les murs « dégage Assad ». La police de Deraa est rentrée dans l'école, a pris 9 enfants, considérés comme les instigateurs de ces écrits sur le mur, les a amenés au poste de police de Deraa. Les enfants étaient torturés pour savoir qui était d'entre eux celui qui en était l'auteur. Et la population, les parents, se sont présentés devant l'hôtel de police de Deraa pour réclamer la libération de leurs enfants. Le chef de la police de Deraa est sorti devant cette foule qui était là et a dit « Oubliez vos enfants, amenez vos femmes et on vous en fera d'autres ». Ce qui a poussé à l'extrême l'indignation des gens qui étaient devant l'hôtel de police, qu'ils ont essayé de prendre d'assaut pour libérer leurs enfants. La police a riposté, a commencé à tirer sur la population. Et là, ça a basculé. Des manifestations qui étaient pacifiques sont devenues des manifestations violentes où le régime a fait tirer l'armée sur les manifestants. Bien évidemment, il y a eu des blessés. Ces blessés ont été conduits à l'hôpital. À l'hôpital, le renseignement syrien s'est présenté dans les hôpitaux et a ramassé tous les blessés qui étaient là pour les amener dans le centre du renseignement de Assad.
bien évidemment, les gens étaient considérés comme des rebelles puisqu'ils avaient été blessés. Ceux qui les avaient soignés étaient aussi arrêtés. Et à ce moment-là, il était plus possible pour les Syriens, lors des manifestations, d'envisager d'amener les blessés dans les hôpitaux syriens, parce qu'il y avait ce risque que le régime arrête les blessés qui se présentaient. Alors, les personnels soignants ont organisé des postes de secours clandestins dans des appartements, dans des pharmacies, de manière à ce que lorsqu'il y avait des blessés, ils pouvaient être soignés sans être obligés de passer par les hôpitaux. Et donc, ils ont pris du matériel dans les hôpitaux où ils travaillaient. Ils ont même organisé à Alep ou à Dera, ils ont organisé des blocs opératoires. Il y avait des chirurgiens qui opéraient les blessés qui le nécessitaient dans la clandestinité. Les médecins syriens expatriés en France, dans les autres pays, aux États-Unis, en Allemagne, etc., ont été sensibles à la situation de leurs collègues en Syrie qui travaillaient dans la clandestinité lors des grandes manifestations et ont commencé à s'organiser en association. Et en France, l'association au départ des Syriens médecins expatriés s'est appelée AAVS, Association d'aide aux victimes en Syrie. Et c'est pareil dans les autres pays. Il y avait des associations et ils ramassaient du matériel, ils ramassaient de l'argent, matériel médical, etc. Et il y avait toujours quelqu'un qui partait en Turquie, qui rentrait en Syrie pour les apporter aux médecins qui en avaient besoin dans la clandestinité, puisque le système était passé dans la clandestinité lors des grandes manifestations. Et donc il y a eu ces va-et-vient entre la mobilisation des Syriens en France et dans les autres pays. Ils ont eu alors une grande réunion, fin 2011. Ils se sont organisés en Turquie, où toutes ces associations qui étaient nées dans les différents pays se sont regroupées et ont décidé de créer l'UOSSM, Union des organisations des secours et des soins médicaux. C'est comme ça qu'est née cette ONG maintenant. Et elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est constituée essentiellement, bien évidemment, de soignants syriens, infirmiers, médecins, etc., dans le monde. Elle regroupe à peu près une vingtaine de pays, y compris la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Il y a maintenant un board, c'est-à-dire un team à Genève, un bureau à Genève qui regroupe tout, et il y a un pôle exécutif, un manager exécutif qui est en Turquie, à Gaziantep, et ils ont ouvert aussi un bureau au Liban ensuite et en Jordanie aussi. Et c'est vraiment très important de comprendre un peu cela parce que ils ne travaillent qu'avec leurs propres collègues à l'intérieur de la Syrie. Ils leur donnent, ils les soutiennent financièrement, ils les soutiennent aussi en envoyant quelquefois des missionnaires, des médecins, etc. Mais l'ensemble des projets qui sont faits en Syrie le sont faits essentiellement avec les Syriens qui vivent en Syrie. De ce fait, c'est devenu l'ONG la plus importante lorsqu'il y avait les combats les plus durs contre Daesh, etc. Dans la mesure où c'était organisé par les Syriens eux-mêmes en Syrie, soutenu par une ONG que l'on pourrait dire de Syriens expatriés, ça a facilité la mise en place de réseaux à l'intérieur. Ce qui n'a pas été le cas des autres ONG internationales. Médecins sans frontières, dès 2012, avait un petit hôpital juste sur un poste frontière avec la Turquie, dans une sorte de gros village. Je l'ai visité avec un bloc opératoire. On est complètement du côté d'Alep. Et donc ils avaient cette hôpital. Et puis, Médecins sans frontières, il y avait des expatriés à ce moment-là. En particulier les Français, c'était Médecins sans frontières France qui avait en charge cet hôpital de Médecins sans frontières. Et ça s'appelait Atme, la ville s'appelait Atme, juste à la frontière avec la Turquie, un peu plus haut. Et donc, il y a eu des humanitaires français qui ont été enlevés par des groupes salafistes, rebelles salafistes. Ils ont été enlevés. Et à ce moment-là, j'imagine que Médecins sans frontières a payé, ou la France a payé pour leur libération, et Médecins sans frontières est sorti. C'est évident. Médecins du Monde, pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y avait plus aucune ONG internationale, il n'y avait plus aucun expatrié qui pouvait rentrer en Syrie, d'autant plus qu'en même temps, il y avait aussi l'apparition de Daesh
Et vous vous rappelez peut-être les images de tous ces humanitaires, dont certains ont été égorgés par Daesh pour bien montrer qu'ils n'en voulaient absolument pas à l'intérieur. Donc l'USSM a continué à travailler parce qu'elle avait son propre réseau de Syriens qui organisait à l'intérieur. Et donc les autres ONG internationales étaient positionnées dans les pays voisins, en Jordanie et autres, et prenaient à leur charge des hôpitaux à l'intérieur de la Syrie. Et à un moment donné, il y a eu une coordination qui s'est faite entre toutes ces ONG, et Médecins sans frontières assumait la prise en charge de 2 hôpitaux à l'intérieur de la Syrie, c'est-à-dire qu'elle finançait, elle approvisionnait, mais elle n'entrait pas à l'intérieur de la Syrie. Elle le faisait de l'extérieur. Médecins du Monde faisait la même chose. D'autres ONG internationaux le faisaient de l'extérieur. Mais il n'y avait pas à l'intérieur d'expatriés. Il n'y avait plus aucun humanitaire à l'intérieur de la Syrie. Et l'USSM, par contre, grâce justement à ses médecins et à son propre réseau, et aux Syriens eux-mêmes, nous pouvions rentrer, et moi je rentrais avec eux de manière clandestine. Avec eux. Et donc je rentrais, je sortais avec une fausse identité. Maintenant, au bout d'un certain temps, j'avais une fausse identité, je rentrais, je sortais assez facilement du côté turc. Du côté kurde, par Mandel, Azaz, etc., par cette zone-là, d'Arkouch, etc. Je pouvais rentrer avec eux par des passeurs, par la montagne, de nuit, nous pouvions rentrer. Et c'était accompagné par mes collègues syriens, franco-syriens, donc c'était facile de rentrer et de pouvoir justement... bien évidemment, ça n'a jamais été toujours très facile de le faire. Bien évidemment, il y a eu quelques situations qui étaient extrêmement difficiles, mais en tout cas, je me sentais assez bien protégé par mes collègues syriens. La première fois où je suis allé, je suis rentré aussi comme ça, tout à fait clandestinement, par Atmé. J'avais mis l'USSM en disant je veux aller voir ce qui se passe en Syrie, parce que j'ai une carrière de médecin militaire et j'avais pratiquement fait toutes les crises de notre pays depuis les années 80. J'ai été au Liban, j'ai été en ex-Yougoslavie, j'ai été au Tchad, j'étais dans différents autres pays, aux Comores, j'étais dans la première guerre du Golfe pendant 6 mois, donc j'avais acquis une certaine expérience de la guerre en particulier. Et donc, ça m'a interpellé le fait que l'on puisse détruire des hôpitaux, qu'un médecin puisse dire à la télévision les hôpitaux sont ciblés systématiquement par le régime, etc. Donc, j'ai demandé à l'USSM, écoutez, les choses se sont faites aussi ainsi, parce qu'à la fin de la matinée, je travaillais à la polyclinique de Gentilly, comme j'avais la responsabilité du service de réanimation, et à la fin de la matinée, j'ai appelé une de mes amies, qui était vice-présidente de la région Île-de-France, en lui disant, tu sais, je viens d'entendre, et ça me paraît inacceptable que l'on puisse, ce sont des crimes de guerre, que l'on puisse détruire des hôpitaux et qu'ils soient ciblés, etc. Et donc je vais essayer de joindre cette ONG, l'USSM, pour voir si je peux les accompagner en Syrie, pour aller voir ce qui se passe. Et elle me dit, c'est curieux que tu m'en parles, ils viennent de sortir de mon bureau, ils viennent me demander 50 000 € de la région Île-de-France pour acheter des sacs d'urgence, pour leur mettre au médecin. Et si tu veux, j'ai leur numéro de téléphone. C'est comme ça que s'est fait la jonction avec l'USSM. Le hasard, direz-vous. Et donc, j'ai pris contact avec eux. Ils étaient assez réticents, parce que la guerre battait son plein. Ils étaient assez réticents en disant, nous ne sommes pas une grande ONG, votre sécurité, nous aurons de la difficulté. Et puis, je les ai mis devant le fait accompli. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai pris 2 semaines de congé, j'ai pris un billet d'avion, et je leur ai dit, écoutez, je pars maintenant. Alors ils ont été mis devant le fait accompli, et c'est comme ça que je suis rentré en Syrie, en passant par la Turquie, et on est venu me chercher à l'aéroport Tatay. On m'a amené la nuit, on m'a amené dans une petite ville près de la frontière syrienne, à Yanli. On m'a laissé dans un hôtel et on m'a laissé poireauter pendant 48 heures. Mon chauffeur ne parlait pas l'anglais, il ne parlait pas le français, il parlait que l'arabe. Il m'a laissé dans cet hôtel et j'ai cru qu'il pouvait revenir le lendemain. Le lendemain, il n'est pas venu et le jour d'après, le dimanche, j'attendais toujours que l'on vienne. Je ne savais pas très bien à qui appeler, quoi faire. Et en fin de matinée, j'ai reçu un coup de téléphone, c'était dimanche. En fin de matinée, un coup de téléphone de la réception me demandant de descendre parce qu'il y avait un taxi qui m'attendait. Je suis donc descendu avec mon bagage, mon sac. Je suis rentré dans ce taxi. Et ce taxi m'a amené en Syrie, en passant par Atmé d'ailleurs, et passant par les oliviers.
par un champ d'olivet. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la ville de Dana, une petite ville qui se trouve à être complètement à l'ouest d'Alep, dans la même ligne, voilà, à 60 km d'Alep. Elle était là. Cette ville de Dana avait un rôle assez important sur le plan hospitalier, parce que les combats avaient lieu à Alep, les combats avaient lieu à Idlib, les combats avaient lieu à El-Bab, et donc cet hôpital-là, de Dana, servait d'hôpital de l'arrière. C'est-à-dire que les blessés étaient évacués de ces hôpitaux vers l'arrière, vers Dana. Et donc, l'hôpital de Dana, qui n'était pas une grosse structure, travaillait énormément. Il y avait des afflux de victimes qui venaient de toutes ces zones des combats et qui arrivaient, pas du tout mis en condition, directement transportés dans des véhicules, dans des pick-up, posés simplement sur des couvertures, saignants, hémorragies, etc. Ils étaient ramassés, évacués le plus rapidement possible vers l'arrière et arrivés sur Dana. Et donc c'était une situation de guerre, vraiment très violente, avec tous ces blessés qui arrivaient constamment. Et nous, on travaillait sans cesse, il y avait une accalmie vers 2 h du matin à peu près. À 2 h du matin, il y en avait 2 qui restaient, les 2 autres pouvaient aller dormir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le 3e jour, vers 2 h du matin, je suis allé me coucher. Et à ce moment-là, j'étais derrière une grande baie vitrée, et dans une zone qui était une zone justement d'hébergement, qui était un peu en dehors de la partie technique de l'hôpital. Et à 4 h du matin, le muezzin m'a réveillé parce qu'il était tout proche, et j'ai eu, je ne sais pas, un instinct, je me suis jeté par terre, et au tout moment, tout a volé en éclats. Nous avions été bombardés. L'hôpital, à 4 h du matin, a complètement explosé. La baie vitrée est tombée sur le lit, etc. Je suis resté recroquevillé, attendant qu'éventuellement il puisse y avoir un 2e passage. Et il ne s'est rien passé pendant une demi-heure. Et j'ai rejoint mes collègues à ce moment-là dans la partie technique. Il y avait du sang partout dans l'hôpital. Les infirmiers avaient été blessés, des malades qui étaient là, certains étaient morts pour l'effet de l'explosion, etc. C'était un peu compliqué, donc nous avions soigné. Nous avions un des infirmiers qui avait une plaie du foie, c'est plus compliqué pour lui faire son hémostase. On a tout évacué. On a évacué tous les blessés, on a demandé des ambulances venant des autres villes pour voir si on pouvait les évacuer, c'est ce qu'on a fait. Et nous nous sommes retrouvés, les 4 médecins, 3 étaient syriens et moi, j'avais un collègue anesthésiste, 2 chirurgiens, un orthopédiste et un viscéraliste, on s'est retrouvés tous les 4. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors, on a pris la décision d'aller vers El-Bab, l'autre ville qui est au nord d'Alep. Voilà, ici la ville de El-Bab. Et là aussi, ça s'est fait de nuit, ça s'est fait aussi par la montagne. Il a fallu contourner Alep complètement et rentrer donc à El-Bab. Et à El-Bab, l'hôpital de la ville a déjà été détruit par le régime. C'est un gros hôpital, c'est un hôpital régional. La ville est de 100 000 habitants, c'est un hôpital régional, il était déjà détruit. Et ils avaient mis en place un hôpital clandestin dans une grosse villa d'un dignitaire du régime, un général, grosse villa avec ascenseur à l'intérieur, grand parc, etc. Et c'est là que l'hôpital clandestin avait été mis en place. Et quand je suis arrivé, il était clair que mes collègues syriens ne savaient pas faire face à cette situation. Déjà, à Dana, ils ne savaient pas faire face aux afflux de victimes, ils ne savaient pas du tout calmer la douleur, ils ne savaient pas traiter, mettre une antibiothérapie de type préventive. Donc ça criait, il y avait beaucoup de blessés, voilà, il y avait des morts, enfin, c'était vraiment une situation un peu catastrophique, peut-on dire au sens propre du terme. Il n'y avait aucune organisation, les équipes travaillaient toutes ensemble. Il n'y avait pas une équipe de repos, une équipe au travail, ils ne prenaient pas le temps de nettoyer, les blessés qui arrivaient étaient remplis de terre parce qu'ils étaient couverts de terre, parce qu'ils étaient tombés, etc., ou sous les décombres, donc il y avait de la poussière partout, il y avait du sang partout, c'était très sale dans cette situation-là. Donc le lendemain matin, j'ai demandé à ce que les victimes qui arrivaient avaient été déplacées sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne les faisait pas rentrer, le temps de tout nettoyer à grande eau, à javeliser l'ensemble, etc. Et puis j'ai commencé à former les gens pour expliquer qu'il fallait commencer par le tri, que nous n'allons pas faire rentrer toutes les victimes à l'intérieur, mais que nous ne faisions rentrer que les blessés, les urgences absolues, les urgences relatives restaient à l'extérieur pour ne pas encombrer la structure. Et j'ai commencé à faire des cours avec eux, et pendant tout le temps que je suis resté avec eux, c'est-à-dire pendant... j'avais pris 2 semaines de congé, il me restait à peu près 8 jours, 8 ou 9 jours pleins, où je suis resté avec eux et j'ai fait ça. Et puis, le 6 octobre 2012, je suis sorti
de nouveau clandestinement, par la montagne, par des systèmes de passeurs qui vous amènent de village en village, chez le chef du village, et vous attendez qu'un autre arrive, vous prenne, etc. J'ai jamais bu autant de thé en une nuit, et à chaque fois, évidemment, vous attendez, on vous offre le thé, et puis vous attendez qu'on vienne vous chercher pour continuer. Et nous avons fait la fin de la route à pied, dans la montagne, sous les fils de fer barbelés turcs, qu'il a fallu cisailler pour passer. C'est là que, en passant mon sac, mon iPod se déclenche et Bocelli s'est bien chanté en pleine nuit, sous les barbelés, et puis les autres collègues de dire comment faire pour éteindre. Voilà. Et puis après, c'était miné en disant vous suivez mes pas, vous ne bougez pas. Mon autre collègue qui m'accompagnait, lui, s'est fait une entorse, et donc il a fallu l'aider à marcher, parce que là, on était, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive sur une route, et dans une route, on s'est planqué, on a attendu, et on a ensuite traversé la route, on s'est mis dans le fossé là, on a attendu, et puis un véhicule s'est arrêté, qui a été envoyé, il nous a pris et nous a ramenés donc, à Ayasofya en Turquie. Ça, c'était. Et je me suis retrouvé ensuite, de nouveau dans mon travail, dans mon service. Et l'USSM m'a demandé de venir au mois de novembre 2012, de les rencontrer de nouveau, ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, c'était dans un café, et il y avait du papier, et je leur dis, voilà ce qu'on va faire, si vous voulez, je peux monter un centre de formation, parce qu'il y a des besoins de formation. La guerre étant une guerre urbaine, elle se situait dans la ville. Les hôpitaux dans ces villes étaient amenés à soigner les pathologies chroniques, les pathologies qui sont le propre des hôpitaux, les appendicites, les accouchements, etc. Mais en même temps arrivaient les afflux de victimes. Et ça bouleversait complètement l'hôpital dans l'organisation, etc. Et donc ils ne savaient pas trier, c'est ce qu'ils ne savaient pas faire. Donc j'ai proposé que nous créions un centre de formation en Syrie. Et c'est ce qui a été fait. L'USSM, je leur ai demandé de me trouver 6 médecins franco-syriens, urgentistes ou anesthésistes réanimateurs. Ils sont venus à Metz. Et les pompiers de Metz avaient mis à ma disposition leur centre de formation avec l'ensemble des mannequins, etc., ce qui a permis de les former. Nous avons acheté tout le matériel pédagogique dont nous avions besoin. J'avais créé ce cours, le premier cours pour les sauveteurs et pour les médecins et infirmiers. Et en février 2013, avec 400 kilos de matériel, nous sommes partis justement à Alep, directement à Alep, parce que nous pensions au départ que le centre de formation pourrait être à Alep. Mais Alep en 2013, c'était la guerre, c'est Mariupol. C'était ça. C'est ce que vous voyez aujourd'hui à Alep, c'était la guerre. Là, les bombardements étaient constants, ça ne s'arrêtait qu'un tout petit peu, à peu près 2 heures. Il n'y avait pas d'électricité, on fonctionnait avec des lampes frontales, et il n'y avait pas de chauffage possible. C'était vraiment cette situation-là. Les hôpitaux étaient rentrés dans la clandestinité parce qu'ils étaient systématiquement détruits. Il y avait 10 hôpitaux qui étaient numérotés de 1 à 10. Il y avait un coordonnateur pour l'ensemble des urgences, Abdelaziz. Abdelaziz était professeur de chirurgie à l'université, à l'hôpital de Alep. Et dans la clandestinité, il se faisait appeler Abdelaziz, mais il était professeur de chirurgie viscérale à l'université d'Alep. Et il était passé dans la clandestinité, il avait déserté ses hôpitaux. Et beaucoup des médecins qui étaient là avaient fui et étaient passés dans la clandestinité, portaient des noms, comme la résistance française, ils avaient changé de nom pour pas que leur famille soit éventuellement poursuivie et subisse les conséquences. Et donc c'était cette situation-là. Nous ne déplacions que la nuit, sans feu, parce qu'il y avait des snipers qui étaient de tous les côtés. Le centre nous avait installés dans une école de langue anglaise, qui était privée, et donc qui n'était pas occupée à ce moment-là. Nous avons fait les premières formations avec ces formateurs. Nous avons fait les premières formations pour les médecins. Et le 3e jour, donc les combats étaient sans cesse. Les immeubles étaient éventrés. Il y avait des poubelles partout qui n'étaient pas bien sûr ramassées. Le pont écroulé. Des inondations, parce que tous les systèmes de voirie étaient bouchés, etc. Il y avait à tous les carrefours, il y avait des hommes en armes qui étaient là, qui se chauffaient avec des fournaises, enfin ils faisaient du feu pour se chauffer, etc. C'était l'hiver, il faisait très froid en Syrie durant cette période, c'était ça. Et le dernier jour, la formation dure 3 jours, le dernier jour, vers 18h, une explosion d'une intensité que j'avais jamais entendue. Ça avait tout fait trembler. Là. Et quelques instants après, une course dans les étages. Là, Abdelaziz qui rentre avec son talkie-walkie à la main, qu'il avait toujours, et dit un scud a été tiré sur la ville, dans un quartier de la ville, un scud, un missile.
Mais comme c'est une vieille ville, Alep-Est, que ces immeubles sont centenaires, plus que centenaires, ils ne tiennent souvent que les uns contre les autres. Et si vous en détruisez un au milieu, tous les autres s'effondrent comme des châteaux. Là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout un quartier s'est complètement effondré par le tir du missile sur la ville d'Alep par le régime à ce moment-là. Du même coup, il fallait que nous allions, et tous les gens qui étaient là, nous-mêmes, les formateurs, etc., Abdelaziz nous a répartis dans les différents hôpitaux pour assurer. Et nous sommes partis avec lui. Je peux vous dire que c'était un départ assez embrant. On est monté à 6 dans sa voiture, dans l'obscurité, on se tenait les uns dans les autres, comme ça, et on est parti sans phare, sans rien, pour rejoindre cet hôpital. Et il nous a répartis. Et donc, les premiers blessés que nous avons reçus, ce n'étaient pas du tout les victimes des immeubles. Les premières victimes, c'était les sauveteurs. Le régime avait une tactique qui consistait d'abord à tirer un missile, tirer des mortiers, etc. Puis il attendait à peu près une demi-heure que les sauveteurs aillent au secours des personnes qui étaient sur les décombres pour retirer une deuxième fois. Et à ce moment-là, on avait compris la technique, personne ne pouvait aller sauver les gens, parce que tout le monde se disait que si on y allait, on risquait d'être bombardé juste après. Le régime le savait et faisait en sorte que nous ne pouvions pas et que des gens mourraient dans le froid, sur les décombres, sans pouvoir être apportés secours, parce que, justement, le régime retirait exactement au même endroit. Et donc, les premières victimes que nous avons reçues, c'était les sauveteurs. Nous avons soigné, etc. Jusque vers 4h, 6h du matin, où à ce moment-là, nous avons pu partir, choses ayant été en partie réglées. Mais le lendemain, il y avait encore les sauveteurs qui étaient sur place, dans les décombres, pour essayer de trouver du monde. Si vous voyez le film Pour sa main, si vous l'avez déjà vu, vous verrez qu'à un moment donné, on voit un des protagonistes, Hamza, qui est sur des décombres, et Hamza faisait partie des premiers formés. Il était dans notre centre de formation, il faisait partie des premiers médecins formés, et le lendemain, il n'était pas présent parce qu'il était dans les décombres à rechercher les victimes éventuellement sous les décombres qui étaient là. Ça, cette situation, c'est une situation qui prévaut en Syrie depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Depuis 11 ans, cette population syrienne a été totalement martyrisée. Quand en 2015, les Russes sont intervenus, les rebelles étaient en train de gagner la guerre. Ils étaient pratiquement à l'Atakié. Vous voyez l'Atakié? L'Atakié, c'est un fief important, c'est le fief alaoui. C'est la capitale des Alaouis. Les rebelles étaient à 40 km de l'Atakié. Et quelques jours, et les rebelles prenaient l'Atakié. Ils étaient dans la périphérie de Damas, dans la Routa, et ils étaient en train de rentrer dans Damas, en 2015. Les Russes sont venus au secours de Assad en 2015, en prétextant qu'ils venaient se battre pour Daesh. Mais ils n'ont jamais bombardé Daesh. Ils n'ont bombardé que les rebelles. Et en particulier, pour lever les taux autour de l'Atakié, ils ont bombardé, mis en place leurs chars, leurs derniers chars qu'ils ont, soi-disant indestructibles. Ils les ont débarqués parce qu'ils ont une base à Tartouz. Tartouz est là-bas, c'est une base navale très importante aux Russes, à Tartouz. Et à partir de Tartouz, ils ont débarqué effectivement leurs chars, etc., pour venir sur l'Atakié là et lever. Mais ils ont ouvert 2 fronts à ce moment-là, ce qui a obligé les rebelles à se retirer. Ils ont ouvert un mois, Alep a été soumis à ce siège-là, 6 mois. 6 mois de bombardement, il fait froid en hiver, etc. Et au bout du 6e mois, ils ont fini par céder, bien évidemment, les rebelles étaient à l'intérieur. Et les Russes ont fait ce qu'ils ont fait à Grozny. C'est-à-dire que quand les gens disent « il se rend », okay, ils disent très bien, vous partez, vous êtes autorisés à sortir. Vous êtes autorisés à sortir. Et les Turcs, qui avaient déjà plus de 3,5 millions de Syriens chez eux, les Occidentaux, nous les Européens, il n'était pas question qu'on en ait, on avait fermé nos frontières, et les Turcs avaient trouvé qu'ils en avaient quand même beaucoup, et ils demandaient aux Européens de les aider. Et nous, en 2015, d'accord, on a fait la sourde oreille. Alors Erdogan, pour nous faire comprendre, il a ouvert sa frontière, et il en a fait sortir 1,2 million. Et je vous rappelle la crise migratoire de 2015-2016, où Erdogan, il en avait 3,5 millions chez lui, et il n'envisageait pas de les garder tout seul. Donc, puisque personne ne voulait l'aider, il a ouvert la porte, et il en a fait partir 1,2 million.
Vous vous souvenez la manière dont nous avons accueilli ces gens qui fuyaient leur pays? On les a arrosés d'eau glacée, on les a frappés, on les a empêchés de monter dans les trains, on les a fait marcher sur des kilomètres, on a fermé les frontières de la Bulgarie, on a fermé les frontières de la Hongrie, on a été en dessous de tout, d'accord? Nous avons été en dessous de tout, alors que c'était des gens qui fuyaient la guerre, qui étaient des réfugiés de guerre. On les a véritablement, vraiment rejetés complètement. Il avait été prévu de mettre des quotas, les partager entre les différents pays européens. Les Hongrois en dignettes, les Polonais en dignettes, on n'en peut pas. Et en fin de compte, au bout d'un moment, il en est resté 800 000 qui étaient là. Et on ne pouvait pas, les conventions internationales nous interdisent de renvoyer des gens vers une zone de danger. Donc il fallait trouver une solution. On ne pouvait pas les renvoyer vers Erdogan, lui n'en voulait pas. Donc, alors à ce moment-là, Mme Merkel a sauvé l'Europe. Parce que l'Europe était en train d'exploser complètement. Et donc Mme Merkel a pris les 800 000 en Allemagne. Elle les a pris, c'est elle qui les a pris. Parce que ça posait un vrai problème. Qui allait les prendre, ces 800 000? La France avait dit j'en prends que 30 000. Et en fin de compte, nous n'en avons pris que 17 000. Nous n'avons même pas été capables d'assumer notre taux. Même pas été capables. Et donc, Mme Merkel a sauvé le nord de l'Europe, mais c'est pas moi qui dis ça. C'est Macron qui l'a dit en 2017, en disant Mme Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe, en prenant les 800 000. Alors on a fait des procès d'intention à Mme Merkel. On voit si elle les prend, c'est parce qu'elle en a besoin, elle manque de main-d'œuvre. C'était le discours à ce moment-là. Elle ne le fait pas par humanité, elle le fait parce qu'elle en a besoin. Et puis ensuite, bien évidemment, Erdogan pour autant n'était pas satisfait. Donc il fallait que Erdogan les garde et qu'il ferme sa frontière. Donc Mme Merkel a négocié avec la Commission européenne pour donner à Erdogan 6 milliards, pour qu'il ferme sa frontière et qu'il ne nous envoie plus de Syriens. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Erdogan a reçu ces 6 milliards à condition de garder, et il a fermé sa frontière en 2016. C'est comme ça que s'est réglée la crise migratoire 2015-2016. Pendant ce temps, bien évidemment, il y avait Daesh. 2015, nous avions le Bataclan, etc. Daesh sévissait de plus en plus. Ça avait changé, la révolution syrienne avait changé du tout au tout. Ce n'était plus l'aspiration, la démocratie d'un peuple, etc. La révolution syrienne du départ, qui était l'aspiration à la démocratie, à un régime plus libre, etc., s'était transformé en un lieu de salafistes, de terroristes, et les rebelles étaient vus comme des terroristes. Plus personne ne s'occupait de la population syrienne et de ses aspirations. C'était un problème entre Daesh, entre les groupes Al-Nosra, l'armée syrienne libre que nous avions nous-mêmes financée au départ. Nous avions donné, les Américains, les Français avaient donné des moyens de combattre. On a abandonné l'armée syrienne libre, complètement abandonné, et on a laissé la Syrie entre les mains des groupes rebelles, extrémistes, salafistes, Al-Nosra, les autres, et puis Daesh. Alors Daesh nous a posé un problème, on aurait bien pu les laisser en peu. Daesh nous a posé un problème parce que Daesh était venu poser des bombes chez nous et nous envoyer des terroristes. Alors on n'a pas eu le courage d'aller se battre nous-mêmes. Après tout, nous aurions pu aller nous battre comme les Américains en Irak, en disant on va régler le problème de Daesh. Nous, ben non, on a armé les Kurdes. On a donné des moyens aux Kurdes, ce qui a déplu à Erdogan, parce qu'on arme les Kurdes, et Erdogan n'aime pas beaucoup les Kurdes. Il aurait même préféré se battre lui-même contre Daesh que de armer les Kurdes. Donc nous avons armé les Kurdes en 2016, qui se sont battus pour nous. J'étais là-bas, j'étais à Raqqa, pendant les combats. J'ai vu comment se sont battus les Kurdes pour nous, parce qu'ils se sont battus pour nous. J'ai vu combien ils n'avaient absolument pas de moyens de protection, ils n'avaient pas de gilet pare-balles, ils n'avaient même pas de garrots, rien. Ils se battaient avec un courage et une force extraordinaire, les hommes, les femmes. À Kobané, quand je suis allé à Kobané, ils avaient fait dans une pièce, peut-être oui comme celle-ci, mais beaucoup plus haute, et dans lequel il y avait le portrait de tous ces jeunes, de toutes ces femmes qui étaient mortes dans les combats à Kobané. C'était très impressionnant. Je suis allé à un enterrement où il y avait des jeunes
qui était dans un cimetière qui ressemble à nos cimetières de Verdun, des alignements de tombes blanches comme ça, où ils étaient en train de donner les honneurs à ceux qui étaient morts, et leurs camarades creusaient à la main, pour montrer, etc., en enterrant. J'ai vu les épouses sur ces tombes avec leurs enfants, parce qu'il y avait sur chaque tombe, il y avait le portrait de celui qui était mort. Elles tenaient la tombe en pleurant, les femmes qui étaient là, etc., parce que les hommes, les femmes, c'était incroyable. Bien évidemment, le cimetière n'était pas fermé, parce qu'il fallait continuer à avoir de l'espace. À l'entrée du cimetière, le gardien était un vieil homme. Et on m'explique que cet homme avait demandé justement à être le gardien, parce qu'il avait son fils qui était mort. Il ne demandait aucune rémunération. Il voulait simplement être là avec son fils. Nous avons laissé se battre les Kurdes, jusqu'à ce qu'ils nous éradiquent Daesh. Mais ils n'ont pas éradiqué totalement. Ils sont toujours présents. Ils se sont fait rappeler à notre bon souvenir il y a quelques mois en attaquant l'Ataquié et les camps de la prison d'Assakié, où il y a environ 3000 soldats, enfin 3000 types de Daesh qui sont emprisonnés là-bas. Et ils ont attaqué la prison pour libérer des gens de Daesh. Et la ville de Assakié aussi. Donc ils sont toujours présents en Syrie. Même s'ils sont passés dans la clandestinité, ils sont toujours présents. Daesh est là. Et c'est surtout que les Américains, avec Trump, eh bien, quand l'affaire semblait réglée avec Daesh, Trump dit, bon ben on n'a plus rien à faire, on se tire de la Syrie. Et on abandonne qui? On abandonne les Kurdes aux mains des Turcs. Et immédiatement, bien évidemment, les Turcs sont rentrés en Syrie. Les Turcs sont rentrés en Syrie pour essayer de faire une zone, une bande. D'abord, ils sont rentrés ici. Ils ont coupé toute cette zone-là, de Azaz jusqu'à Kamishli. Tout ça, c'est le Kurdistan syrien. Toute cette bande-là, c'est le Kurdistan syrien. Alors, les Turcs ont commencé par couper le nord, l'est et l'ouest du Kurdistan syrien, pour ne pas qu'il y ait une jointure entre les deux. Et donc, ils ont pris les villes de Manbij, de Elbab, de Azaz. Ils ont pris, et de Jarablus. Ils ont pris ces villes-là, les Turcs. Ensuite, ils ont occupé cette zone sur 180 km. Ils ont occupé cette zone, en laissant ici, là, 180 km, et ils ont fait sur 30 km de profondeur, 180 km de long, de manière à avoir une zone tampon entre le Kurdistan et eux, qui est une zone de sécurité qu'ils ont fait. Et ils ont construit un mur de 900 km, un mur de 900 km en un an et demi, 900 km ce mur qui sépare complètement la Syrie de la Turquie. Complètement. Et ils ont fait ça en un an et demi, ce mur de 900 km et de 4 mètres de haut, bourré d'électronique. Et vous ne pouvez absolument pas vous approcher, même l'agriculteur, parce qu'ils en ont aucune partie des terrains des agriculteurs syriens. Les agriculteurs n'ont pas intérêt à s'approcher de 10 mètres près du truc, sinon on leur tire dessus. C'est la situation actuelle, voilà, telle qu'elle se présente actuellement. Et donc, Raqqa, complètement détruite à 80%. 80%. Avec, à l'intérieur de la Raqqa, vous avez ça. Raqqa, c'est ça. Des quartiers à 60%, des quartiers à 80%, une population qui a fui, qui vit dans des camps, à l'extérieur, des camps qui sont des camps sauvages. La population vit dans une pauvreté, une misère innommable. Elle vit sur les poubelles qu'elle trie pour essayer de survivre. Nous avons complètement abandonné la Syrie. On a considéré que le régime avait gagné, que Assad avait gagné, et nous les Occidentaux, nous avons tourné. La situation humanitaire en Syrie aujourd'hui, elle est pire qu'en 2012 ou en 2013 ou en 2014, parce que le pays est détruit à environ plus de 60%. Destruction du système sanitaire, destruction du système éducatif, destruction de toute la partie médecine préventive, etc. Il y a 6 millions de Syriens à l'intérieur de la Syrie qui ne sont plus chez eux. Vous en avez plus de 6 millions à l'extérieur qui ne sont plus aussi dans leur pays, qui sont à l'extérieur et qui vivent dans la misère en Jordanie, qui vivent au Liban ou qui vivent aussi en Turquie et dans d'autres pays, bien sûr. Une situation humanitaire catastrophique pour ce pays, sur tous les plans. Sur tous les plans. Il y a eu 500 000 morts environ, si on veut arrondir, du fait des bombardements. Mais vous avez aussi 1 million à 2 millions de personnes qui n'ont pas pu bénéficier de soins de pathologies chroniques.
le diabète, par exemple, avec les risques de complications liées à l'insuffisance rénale, etc. Pas de possibilité de se faire dialyser. Ou alors c'est que vous venez avec votre filtre et vous dites, ben, dialysez-moi. Mais où acheter le filtre, avec quel argent acheter le filtre, etc. On ne soigne pas les cancers, toutes les pathologies chroniques, bien sûr. Les eaux sont polluées, beaucoup de diarrhée, beaucoup d'hépatie, on meurt, beaucoup de rougeole parce qu'il n'y a pas de campagne de vaccination. Et il y a une maladie endémique en Syrie, qui est la leishmaniose, qui est un parasite, qui est un ver. Ah oui, excusez-moi. Qui est un ver qui est transporté dans les œufs, sont transportés par les moustiques. Les moustiques piquent la peau, déposent les œufs, et les œufs trouvent sous la peau les conditions parfaites de développement des larves, en particulier. Et les larves mangent le tissu sous-conjonctif, le tissu sous-cutané, et détruisent progressivement la peau. Et vous avez, à un moment donné, vous pouvez avoir une disparition du nez qui est complètement détruit, de la bouche, des oreilles, etc. Et puis, quand le parasite, la larve est devenue adulte, elle se met à son tour à pondre des œufs. Les œufs peuvent passer dans le sang, et ces œufs transportés par le sang vont se déposer dans les organes internes, le foie, le poumon, la rate. Et à ce moment-là, vous passez dans ce qu'on appelle la leishmaniose systémique. Et c'est comme ça, dans ce tableau commun. Il y a énormément de leishmaniose, parce qu'il n'y a plus de lutte contre les vecteurs, contre les moustiques, etc. Du fait des explosions, il y a de l'eau partout, des niches à moustiques constamment, etc. dans toutes ces zones. Et il y a une recrudescence très importante de la leishmaniose, en particulier chez les enfants. Donc une situation humanitaire catastrophique. Et quand vous allez, comme nous l'avons fait, et que nous allons à la Commission européenne, voir Morel, le responsable de l'action humanitaire, et que nous disons, vous êtes en train de diminuer les subsides, les subventions que vous nous donnez pour la Syrie, alors que nous avons besoin de plus d'argent aujourd'hui qu'avant, et qu'il serait bon peut-être de réhabiliter au moins les structures hospitalières. Il ne s'agit pas de reconstruire, mais de réhabiliter les hôpitaux pour que nous puissions prendre en charge les pathologies chroniques. Il nous répond, pas question. Pas question de réhabiliter ou de reconstruire quoi que ce soit en Syrie. Pourquoi ? Parce que c'est la seule carte qu'ont les Occidentaux contre Poutine. Poutine voudrait bien que l'on considère que la guerre est terminée, qu'Assad a gagné, et donc que l'on commence à reconstruire la Syrie. Il voudrait bien, mais il n'a pas l'argent, lui, pour le faire. Et il compte sur nous pour reconstruire, sur les contrats qu'éventuellement nous puissions avoir, qui pourraient être intéressants. Mais les Occidentaux ne veulent pas se prêter au jeu, de reconstruire la Syrie et d'avaliser la solution Assad, de nouveau. Alors les Européens disent, tant qu'il y aura Assad, pas de reconstruction de la Syrie. D'accord ? Mais qui souffre ? Qui souffre de cette situation ? D'accord ? Par Assad, d'accord ? Mais qu'est-ce que vous faites en même temps pour la population qui sont dans une telle situation de misère, etc. Il y avait 4 corridors humanitaires. Poutine les avait fermés les uns après les autres, les corridors humanitaires. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, de corridor humanitaire. Celui qui va sur la zone de Idlib. Et Poutine a décidé que c'était terminé pour un an, puisque c'était des corridors humanitaires renouvelables tous les ans par une décision du Conseil de sécurité. Et là, au dernier, il a refusé de poursuivre. Il a dit 6 mois, et au bout de 6 mois, on voit. Or, cette population est totalement dépendante de l'aide humanitaire internationale. Totalement dépendante. Que veut Poutine ? Il veut que l'aide humanitaire internationale passe par Damas. Puisque Damas, pour lui, est légitime. Donc, s'il y a de l'aide humanitaire à porter, il n'est pas question de la porter directement à travers les frontières, vers les populations qui en ont besoin. Donc, il veut que l'aide humanitaire transite par Damas, et c'est Damas qui le redistribue au pays. Mais en vérité, il se sert de cette aide humanitaire. Le pays étant dans une telle situation sociale, qu'il se sert de l'aide humanitaire internationale pour calmer, justement, la colère sociale du pays. Et il utilise notre aide humanitaire pour la distribuer dans les zones, d'accord, où il sent que ça monte la pression, et il la redistribue. Et il nourrit comme ça son peuple avec l'aide humanitaire internationale que nous lui donnons. Et nous acceptons ça. Et nous avalisons les choses de cette façon. Et pour l'instant, au mois de décembre, c'est au mois de juillet. Au mois de juillet, le dernier corridor humanitaire, nous ne sommes pas persuadés que Poutine va accepter de le prolonger encore. Et donc, il y a le risque, sur la zone de Idlib,
que la population affamée tente de sortir, de forcer et de rentrer en Turquie. Et Erdogan va ouvrir de nouveau sa frontière pour nous mettre devant le fait accompli. C'est ça, si on laisse faire. Donc une situation humanitaire de cette nature. Quand l'Ukraine est arrivée et que les Russes ont envahi l'Ukraine, on m'a interviewé sur France 24 dès les premiers jours. Et ce que j'ai dit à France 24, ce qui s'est passé en Syrie, vous allez le voir en Ukraine. Il ne va pas du tout s'affronter à l'armée ukrainienne. Il va aller directement sur Kiev, et à Kiev, il va encercler Kiev, il va bombarder Kiev, il va l'assiéger, et puis il attendra que Kiev cède. Et j'ai dit à ce moment-là, si j'étais ukrainien, je ne défendrais pas Kiev. Je laisse rentrer les Russes dans Kiev. Et je les harcèlerai de l'extérieur. Surtout de laisser la ville ouverte. Et de ne pas s'enfermer à l'intérieur de la ville. Parce qu'à ce moment-là, si la résistance part, ils vont se retrouver comme les Syriens, dans la même situation. Et il vaut mieux les harceler, les Russes. Ne pas les laisser, justement. Ne pas mettre les troupes à l'intérieur, ne pas défendre Kiev. Mais harceler pour les empêcher, justement, d'encercler la ville. Et avec le renseignement américain, bien évidemment, c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens. Par satellite, les Américains voient très bien les déplacements, et c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la guérilla sur les convois qui se dirigeaient vers Kiev, empêchant ainsi les Russes, en détruisant leurs chars, etc., de les empêcher justement d'encercler Kiev. Et leurs pertes ont été tellement importantes qu'à ce moment-là, il a bien fallu changer de stratégie et de repartir vers le sud, dans le Donbass. Parce que plus ils s'enfonçaient dans l'Ukraine, plus loin ils s'éloignaient de leur base, plus ils étaient fragilisés par les attaques des Ukrainiens qui en permanence, qui les poursuivaient par des groupes qui les détruisaient. Et les Américains ont donné aux Ukrainiens les missiles TOW. Ces missiles TOW sont des missiles qui sont capables de traverser les parois des blindages, des blindés. Donc, et on avait déjà vu ça en Syrie. Lorsque les Russes en Syrie ont l'attaqué et qu'ils ont mis leur dernier char, leur dernier modèle pour les utiliser en Syrie, les Américains avaient autorisé l'Arabie Saoudite à fournir des missiles TOW aux rebelles. En une même journée, les Russes ont perdu 10 chars. Le lendemain, ils ont embarqué tous leurs chars. On n'en a jamais plus revu de chars russes en Syrie. Jamais plus. Jamais plus. Et là, c'est pareil. Les Américains ont fourni des missiles TOW aux Ukrainiens et le blindage russe se laisse transpercer très facilement par ces missiles américains. Et donc, ils sont tous repartis en Afrique. Alors, ce qui Mariupol leur est très important, d'abord parce qu'ils n'avaient pas réussi en 2014 à garder Mariupol, les Russes. Ils avaient perdu Mariupol, qu'ils avaient espéré avec la Crimée récupérer. Donc là, ils ont une revanche à prendre sur Mariupol. Ils ont occupé la Crimée, ils ont le Donbass. Ils ont besoin de Mariupol pour assurer la continuité terrestre entre le Donbass et la Crimée. Et donc Mariupol fait le verrou entre les deux. Donc ils ont besoin de prendre Mariupol. Ils ont fait un pont qui rejoint la Crimée et la Russie. Donc il y a un pont maintenant qui a été construit très rapidement entre la Crimée. Donc il y a une continuité terrestre par ce pont qui passe dans la mer d'Azov, qui traverse comme ça. On peut aller. Mais ils ont besoin aussi de cette continuité terrestre à ce moment-là. Donc Mariupol, il faut la prendre. Alors ils ont encerclé, ils ont récupéré une grande partie de la ville de Mariupol. Il ne reste plus que la zone industrielle de Mariupol, dans laquelle il y a environ 2000 combattants ukrainiens qui sont cachés à l'intérieur de la zone industrielle, dans les caves, etc., et qui se battent. Ils sont complètement encerclés. Le reste de la ville, qui est maintenant entre les mains des pro-russes, alors là, ils distribuent de la nourriture. Ils ont demandé à ceux qui voulaient partir les premiers couloirs, ils les ont chassés. Donc ça, c'était parfait, le couloir humanitaire. Ils ont ouvert, ils ont laissé partir les pro-ukrainiens. Ils ont gardé les autres qui ne savent pas très bien. Dans cette zone-là, ils ont rouvert les écoles, à Mariupol. Ils ont distribué de la nourriture à la population de la ville de Mariupol qui est entre leurs mains, là, où la vie semble reprendre, etc. Il reste maintenant ce quartier, cette zone industrielle, qui est très large et très importante, et pour lesquels ils ont complètement encerclé.
Alors, est-ce qu'ils vont utiliser ou pas le chimique? On me pose la question. Oui, ils vont utiliser le chimique. Ils ont utilisé le chimique en Syrie, mais d'une manière différente. Le chimique est considéré comme une arme à destruction massive. Le chimique, le neurotoxique, le sarin, une arme à destruction massive. En 2013, j'étais en Syrie, dans notre hôpital. Et on m'appelle en me disant, venez voir, il y a une mère et sa fille, elles présentent des signes d'intoxication. Alors je vais voir, effectivement. Elles venaient de la ville de Sarakev, elles étaient venues dans notre hôpital, et elles présentaient tous les signes d'une intoxication neurotoxique, avec dilatation des pupilles, vomissement, douleur abdominale, gêne respiratoire, hypercialorée, enfin le tableau clinique très particulier de l'intoxication au sarin. Un tir de mortier avait été tiré dans leur maison, qui avait tué le père, les enfants, etc. Il ne restait plus que la mère et sa fille. Elles ne présentaient aucune lésion traumatique. Elles avaient ce tableau d'intoxication. Nous les avons traitées comme une intoxication au sarin, avec les antidotes, qui est l'atropine, qui est le Valium, etc. Et j'ai fait les prélèvements. J'ai prélevé. Et je suis sorti clandestinement avec les prélèvements que j'ai remis au ministère des Affaires étrangères. C'était en 2013, qui a permis de révéler qu'il y avait bien eu l'utilisation du sarin. Et ce qui a permis, à ce moment-là, le ministre de l'époque, qui était Hérault, Jean-Marc Hérault, m'a donné les vêtements de protection pour les hôpitaux en Syrie, les masques, les antidotes, ce qui nous a permis de mettre en place une formation spécifique à la prise en charge des blessés chimiques et de former le personnel soignant syrien à la prise en charge des blessés chimiques, pour lesquels c'est très spécial. On ne peut pas les laisser rentrer dans l'hôpital, les blessés chimiques, parce qu'ils vont contaminer le personnel et contaminer les hôpitaux. Et après, vous ne pouvez plus utiliser vos structures. Donc vous êtes obligé de fermer l'hôpital. Quand il y a une attaque chimique, vous fermez l'hôpital. Vous mettez en place ce qu'on appelle une tente de décontamination. Les blessés passent par la tente de décontamination, ils sont déshabillés, ils sont douchés, et après ils rentrent à l'intérieur de l'hôpital, ce qui alourdit la prise en charge, bien évidemment, parce qu'il faut les décontaminer avant. Et après, on les prend en charge. Donc nous avions commencé à former. J'avais obtenu des tentes de l'armée française qui étaient des tentes réformées de l'armée française pour créer des structures de décontamination. On avait appris à découper les habits, etc. On a tout ce qu'il fallait, on a fait ça. Mais quand, en 2013, les rebelles étaient en train de rentrer dans Damas, le régime s'est senti acculé. Et dans la nuit du 21 août 2013, le régime a utilisé le neurotoxique à destruction massive. Et en une nuit, ils ont tué 1400 personnes. 1400, surtout des enfants, des personnes âgées. Une seule nuit. Nous étions en communication, mon collègue Ziad Alissa et moi-même, avec les médecins de la Routa, qui étaient dans une situation, je pense que c'est la pire nuit que j'ai pu passer, parce qu'ils n'avaient pas les tenues, ils n'avaient pas les antidotes, ils ne savaient pas du tout comment faire pour les prendre en charge. Et les blessés qui arrivaient, qui étaient amenés, vomissaient, etc., dans la grande salle, ils étaient avec, on leur disait qu'il faut les décontaminer, il faut les déshabiller. Alors ils jetaient de l'eau directement, avec les douchés comme ça, même le sol. Les gens mouraient dans des tableaux de convulsions, beaucoup d'enfants, etc. Et en même temps, ils ont commencé à pleurer eux-mêmes, les médecins, les infirmiers, parce que certains commençaient à présenter les signes de contamination à leur tour, etc. C'était vraiment une nuit d'enfer. Et d'un côté, on se disait, bon, c'est bon maintenant. Les Américains ont dit qu'ils allaient bombarder Assad. C'était la ligne rouge qu'il ne fallait pas passer. Et Obama était d'une telle lâcheté, qu'il en paiera certainement le prix, parce que la guerre aurait arrêté à ce moment-là. Les avions français, Hollande les avait fait partir, et ils ont été obligés de revenir à la base. Les Américains ont refusé de continuer. Et nous avons raté ce moment-là. Nous avons raté ce moment où les Russes n'étaient pas présents sur le terrain. Et la guerre aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Donc Obama a accepté qu'il détruise son stock d'armes chimiques, et c'est tout. Et c'est tout. Est-ce qu'il l'a détruit complètement? Alors il l'a détruit, oui, mais pas complètement, puisqu'il l'a réutilisé en 2017, à Khanchekout. Et là aussi, à Khanchekout, j'y suis allé, à Khanchekout, là-bas. C'était Jean-Marc Hérault. J'avais reçu les premières vidéos très tôt le matin. Nous avions un réseau par WhatsApp
qui nous mettait en relation, et toute situation extraordinaire dans un hôpital syrien, nous étions immédiatement informés de ce qui se passait. Et mes collègues, à ce moment-là, avaient envoyé les premières vidéos en disant attaque chimique sur Khan Sheikhoun, 500 victimes. J'avais les photos, il y avait les animaux qui étaient morts, etc. Donc c'était bien une attaque par les neurotoxiques. On avait tout le tableau. J'avais aussi des images au niveau oculaire pour bien voir. Donc j'ai prévenu immédiatement l'ambassadeur de France pour la Syrie, qui était Franck Gelé à l'époque. Je l'appelle, et 7h30, je lui dis, monsieur l'ambassadeur, une attaque chimique vient de se produire sur Khan Sheikhoun en Syrie. Il me dit, vous êtes sûr? Je dis, je ne sais pas du tout si c'est du sarin, je peux vous dire simplement que c'est un neurotoxique. Il y en a toutes les preuves, j'ai des vidéos, j'ai toutes les preuves, je peux vous les envoyer. Une demi-heure après, il me rappelle, il me dit, le ministre veut vous parler, est-ce que je peux vous le passer? Et donc j'ai Jean-Marc Ayrault au téléphone. Et il me dit, docteur, vous confirmez l'attaque par les neurotoxiques? Je dis oui, monsieur le ministre, oui, je peux vous confirmer l'attaque par les neurotoxiques. Je ne peux pas vous dire quel neurotoxique, mais je peux vous dire que c'est un neurotoxique. Très bien, je vais faire une déclaration à la presse. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Mais quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, mais dès lors qu'il réutilise du neurotoxique, alors, depuis 2015, nous n'avons pas relancé la formation. Nous sommes en 2017, monsieur le ministre. Est-ce que je peux avoir des tenues de décontamination? Est-ce que je peux avoir des antidotes pour les rapporter à mes collègues? Il me dit, oui, voyez ça avec le centre de crise, il n'y a pas de problème. Effectivement, en 48 heures, j'ai obtenu 500 kg de matériel, de tenues chimiques, etc. Et j'ai dit à ce moment-là au centre de crise, c'est moi qui les amène. Avec mon collègue Ziad Alissa, c'est moi qui les amène en Syrie. Je veux l'autorisation de rentrer en Syrie pour les apporter. Et ça a été fait par les affaires étrangères. Nous sommes partis avec les 500 kilos. Nous sommes partis à Istanbul, Gaziantep. Gaziantep, nous avons remis l'ensemble du matériel à la Croix-Rouge, au Croissant-Rouge turc, parce que c'est du matériel sensible, c'est du matériel de guerre. On ne pouvait pas le transporter nous-mêmes. Donc ils ont vérifié que c'était ça. Nous avons fait une sorte de don au Croissant-Rouge turc. Et le Croissant-Rouge turc, nous les avons suivis. Ils ont mis des seaux sur des camions qui transportaient le matériel. Et nous sommes allés au point zéro, au niveau de la frontière. Nous sommes allés au point zéro où le camion de la Croix-Rouge turque s'est mis cul à cul avec les camions qui venaient de Syrie pour transbahuter le matériel de l'un à l'autre, ce qu'on appelle le point zéro entre les deux postes frontières. Et on m'avait donné l'autorisation de rentrer en Syrie pour 6 heures. Tous les médecins, nous avions convoqué tous les médecins dans le centre de formation que nous avions, qui était à environ 40 km de la frontière. Quand nous sommes arrivés, tout le monde était là. J'avais demandé aux médecins de Khan Sheikhoun, de l'hôpital, et aux médecins, aux responsables des casques blancs d'être présents aussi, et de m'amener tous les prélèvements, des morceaux de la ferraille de la bombe, des morceaux d'herbe, etc. Il y avait eu l'explosion, de mettre tout ça, de faire des prélèvements de sang et autres. Et donc, nous avons apporté des tenues, nous avons refait une formation à l'utilisation de cela. Et puis nous sommes partis de nouveau, mais avec retard, parce que les choses n'étaient pas faciles. Et quand nous avons essayé de traverser la frontière, nous avions une autorisation pour 6 heures, et en fin de compte, ceux qui étaient au poste frontière du jour n'étaient plus là. Et le poste frontière, normalement fermé à 17h, il était 18h presque. Donc on s'est retrouvés là à expliquer pourquoi nous étions rentrés et pourquoi il nous fallait sortir maintenant, parce qu'on ne nous laissait pas rentrer. Moi, je pensais que mes collègues allaient m'apporter des prélèvements dans des petits sachets. Je n'avais pas besoin d'avoir des grosses quantités de prélèvements. J'avais des cheveux, j'avais des urines, j'avais des vomissements, j'avais etc. Toute une série de petits tubes. Et pas du tout. Ils avaient pris des pots à confiture, vous savez, ceux hermétiques comme ça. Là. Et ils avaient mis ça, tout ça dans des sachets, dans des sacs poubelles, noirs, très gros, etc. Et on apporte tout ça. Alors, c'était impossible d'aller ouvrir maintenant. C'était le risque de se contaminer en essayant d'ouvrir pour n'en prendre qu'un petit. J'étais bien obligé. J'avais acheté du café en disant on va mettre les prélèvements à l'intérieur et les sortir clandestinement à la barbe des Turcs. Voilà. Et en me disant les tubes, je les mets à l'intérieur du café moulu, comme ça, on sort avec le café, on met dans le sac à dos. Mais ça n'a pas été possible. Donc j'ai tout mis dans mon sac à dos et le café, c'était Ziad Alissa qui le portait. Et moi, parce qu'on n'avait quand même pas laissé le café, autant en profiter. Et donc c'était du café syrien à la cardamome, j'aime bien ça. Et donc j'avais le sac à dos, le mien, dans lequel j'avais mis le sac poubelle. Donc on se prend là-bas. Et ils étaient deux. Il y en a un qui dit, en même temps d'expliquer, il y en a un qui part pour aller téléphoner. Et l'autre dit, qu'est-ce que vous avez dans vos sacs à dos? Ben,
lui dis, on a nos affaires, et puis on a fait des prélèvements. Et là, je préférais aller franco. Je dis, écoutez, on a fait des prélèvements parce qu'il y a eu l'explosion avec le chimique, et on a des prélèvements de sarin, de produits comme ça. Ah bon? Montrez-moi. Alors, je dépose le sac, je dis à Ziad, qu'est-ce qu'on fait, Ziad? Il me dit, tu pries. J'ouvre le sac, il ouvre, il met la main, je lui dis c'est du chimique, il repose, il s'en va, il va se laver les mains. L'autre arrive et dit bon, vous pouvez passer. Et hop, on s'est barré. D'un coup, les affaires étrangères, l'ambassade de France avait envoyé un véhicule, nous étions sur la route pour aller vers l'aéroport de Hatay. Là, c'est comme dans un film d'espion. Nous avions un rendez-vous à un point donné. Nous nous sommes arrêtés à ce point donné. Il y avait une voiture avec 2 Français, un homme et une femme à l'intérieur, en pleine nuit, qui nous attendaient. On s'est arrêtés, on leur a donné mon sac à dos. J'ai paumé un sac à dos pour la France. Dans cette affaire, j'ai donné mon sac à dos. Eux sont repartis et le prélèvement est arrivé en France par la valise diplomatique. Ce qui a permis à la France de mettre en évidence que c'était encore du sarin qui avait été utilisé à Kanchikul, c'est de l'hexaminosarin. Et c'est pas rien de dire ça, parce que l'hexaminosarin est un sarin extrêmement pur, très volatile. Il faut avoir les capacités industrielles pour le produire. Quand c'est des gens qui traficotent un peu, d'accord, ils ne peuvent pas produire de l'hexaminosarin, ils produisent du chlorosarin. Et le chlorosarin, ça sent le chlore. Donc seul un laboratoire industriel de haut niveau pouvait produire de l'hexaminosarin. Et donc, ça n'était pas les rebelles qui pouvaient avoir utilisé l'hexaminosarin. Ça ne pouvait être que le régime et les Russes. Ce qui a permis ensuite à la France, justement, de déclarer l'utilisation de l'hexaminosarin pour faire ça. Et nous en avions apporté la preuve que c'était bien le régime qui l'avait utilisé cette fois-ci encore. Alors, contre cette population syrienne, tout aura été utilisé. Tout. Je vous assure, tout aura été utilisé. Le napalm, c'est du pétrole gélifié. Vous faites exploser une bombe au napalm, larguée par les avions. La bombe explose. Le napalm, la bombe explose avant d'arriver au sol. Elle répand l'ensemble du pétrole gélifié qui prend feu immédiatement sous l'effet de l'explosion de la bombe et qui met le feu à tout ce qui entoure les maisons, les terrains, les arbres, etc. C'est le défeuillant utilisé par les Américains pendant la guerre du Vietnam. Pour détruire, brûler éventuellement les gens qui s'y cachent, les Vietcong. C'était ce que le napalm a été utilisé. Le phosphore a été utilisé, non pas comme une arme qui est autorisée. Le phosphore est autorisé par les armées à 2 conditions: que ce ne soit pas tiré sur les populations, que ça serve à l'éclairage de nuit, et que ça serve éventuellement au camouflage par la fumée. Et si vous l'utilisez contre les populations, c'est un crime de guerre. Or, le phosphore a été utilisé contre les populations comme une arme de guerre. Et c'est même pire que ça. Ils ont mélangé le napalm et le phosphore, les deux en même temps. Ça donne des bombes avec des températures qui montent à plus de 1000 degrés, qui explosent, parce que le phosphore, lui, brûle avec l'oxygène de l'air, et vous mettez en même temps du napalm et du pétrole. Si bien que vous entretenez et vous maintenez en même temps l'incendie en mélangeant les deux. Ils l'ont fait. Ils ont fait ça. Ils ont utilisé des bombes à fragmentation contre les populations. C'est interdit. Ils l'ont utilisé. Quand ils n'ont plus eu la possibilité d'utiliser le sarin, ils ont utilisé le chlore. Ils faisaient des bombes tout à fait rudimentaires, bourrés à la fois de métaux, de clous, etc. Ils mettaient 120 kg de TNT à l'intérieur et ils bourraient de chlore. Et puis, sous les explosions, le chlore, à ce moment-là, se vaporise, et bien entendu, les gens respirent ce chlore et ont des crises d'asthme, voire des œdèmes aigus du poumon, meurent dans des tableaux. Plus c'est concentré, plus vous êtes enfermé dans une pièce, plus la concentration de chlore est forte, plus, bien évidemment, les conséquences sont graves. Et en particulier chez les enfants, les personnes âgées, les insuffisants respiratoires, qui meurent dans des tableaux d'œdèmes aigus du poumon par le chlore. Le chlore a été utilisé systématiquement. L'hypérite, utilisé pendant la dernière guerre, a été utilisé contre les populations aussi. Au début, ça apparaît comme des petites taches de brûlure rouges, et puis d'un seul coup, ça devient des cloques très importantes, et ensuite, ça devient une brûlure du 2e degré
etc. chez les patients. Ça a été utilisé aussi contre les populations syriennes. Les Scud, les missiles ont été utilisés contre les populations syriennes. Rien n'aura été épargné à la population syrienne. Rien. Si vous rajoutez là-dessus la terrorisation, le viol systématique des femmes, des enfants, etc., par les groupes, les milices, si vous rajoutez le groupe Wagner, qui sont des assassins, le groupe russe, les mercenaires, ce sont des assassins capables de terroriser, de démanteler éventuellement des corps pour terroriser les populations, pour leur faire peur. Tout est possible. Tout a été fait contre ces populations. Tout a été fait. Ce que vous avez vu en Ukraine, l'assassinat de populations, etc., pareil. Tout a été fait contre la population. Rien ne leur aura été épargné, que ce soit par les milices iraniennes, par les gens du Hezbollah, etc. Rien n'aura été épargné à cette population. Rien. Alors, pour la Syrie, nous, pendant cette période, on a regardé ailleurs. On a condamné, on jugera, viendra le temps de, etc. Mais on a laissé faire. Poutine attaque l'Ukraine. Ok. C'était évident qu'il utiliserait les mêmes techniques. Il n'y a pas de raison qu'il change de technique. Elle lui réussit, cette technique-là, cette stratégie-là. Elle est à moindre coup d'homme, surtout quand vous faites, au lieu que ce soit des Russes, ce sont les Tchétchènes, ce sont les Biélorusses, ce sont les Syriens, parce qu'il est parti en prendre 16 000, d'accord, qui combattent en Ukraine. Okay. Quand vous faites le groupe Wagner, bien évidemment, il utilise là pour essayer de tuer le moins de Russes possible dans cette affaire. Alors, il utilise la même technique, c'est ce qu'il a fait, et ce qu'il fait, et ce qu'il continuera à faire. Il va prendre le Donbass, et il va fortériser le Donbass. C'est-à-dire, il va occuper, il va prendre Mariupol, et là, il va renforcer d'une manière très importante, comme une véritable forteresse, tout l'est du pays. Pendant ce temps, il va bombarder pour empêcher toute capacité de contre-attaque de la part des Ukrainiens. Et donc, il va détruire systématiquement tout leur stock d'armes stratégiques. Le pétrole, les stocks d'armes qu'ils peuvent avoir, ils ont un renseignement qui est bien fourni, les avions sortent, détruisent, rentrent. Il détruira les carrefours, il détruira les centres, les gares, comme il a commencé à le faire, bien évidemment, parce que le transport peut se faire des hommes par la gare, par les gares. Il détruira systématiquement toutes les capacités de résistance et de contre-offensive ukrainienne. Il ne les attaquera pas de front, il le fera comme ça systématiquement de manière à les affaiblir. Il va encercler les 30 000 soldats ukrainiens qui sont dans le Donbass, qui ne pourront pas être renforcés par l'armée ukrainienne, qui ne pourra pas aller se déplacer jusque là-bas. Quand il sera dans cette position de force, à ce moment-là, il commencera à demander à négocier. C'est sa stratégie maintenant, c'est celle qu'il est en train de mettre en place dans le Donbass. L'idéal eût été que les Ukrainiens les empêchent de faire ça et contre-attaquent dès le départ, quand ils étaient en train de refluer vers l'Est. Et les Ukrainiens auraient dû contre-attaquer pour les empêcher d'arriver dans l'Est. Et ils les ont laissés aller, se réfugier dans l'Est avec les pro-russes là-bas, qui sont de l'autre côté. Alors maintenant, c'est ce qui va se passer. Cette position-là, elle va durer dans le temps. Il va prendre Mariupol. Le 9 mai, il va fêter la victoire, puisqu'il a récupéré Mariupol, comme une grande victoire sur les nazis. Il a libéré le Donbass, d'accord, soi-disant qu'il a libéré des nazis le Donbass. Il va demander justement la naissance des nouvelles républiques, etc., qu'il va confirmer. Il va affaiblir l'Ukraine de manière très très importante. Affaiblir. Il y a aussi bien sur le plan économique, il détruit, il a Odessa, qui est le poumon économique de l'Ukraine, Mariupol aussi, parce que c'est l'est du pays qui est la zone industrielle de l'Ukraine. Il empêche les semailles à cette période-là. Les Ukrainiens ne pourront pas semer, ce qui va poser une crise alimentaire conséquente pour nous dans les semaines qui vont venir, et en particulier pour les pays sous-développés. Pour les pays sous-développés, l'Égypte a déjà commencé à prendre justement des mesures préventives de cette situation. Elle a distribué des cartes alimentaires pour le pain au gramme, pour le pain au gramme. Elle a ouvert 200 marchés à prix réduit, sous le contrôle de l'armée, et tout fraudeur est passible des tribunaux militaires. Ce sont les décisions qui ont été prises parce que l'Égypte est le pays qui importe le plus de blé. Totalement dépendant du blé, le pain est un des aliments les plus importants en Égypte. Ils savent très bien qu'ils vont être face à une situation de crise alimentaire très importante. Et c'est vrai pas pour nous seulement, c'est vrai aussi surtout pour les pays sous-développés.
ce qui va accentuer la crise migratoire. Quand les gens seront dans la famille, je me demande comment nous allons faire si nous ne sommes pas capables de les approvisionner et de leur donner à manger. Donc, il faut s'attendre, c'est ce qu'a dit Macron, à ce que dans les semaines qui viennent, il y ait une situation de crise alimentaire avec une inflation très importante. Les prix vont flamber, bien sûr. Et donc, c'est ce qu'on peut s'attendre dans les semaines qui viennent si on ne résout pas le problème assez rapidement. Alors, on a commencé en France à mettre en culture les terrains qui étaient mis en jachère par la PAC, la politique agricole commune. Et le gouvernement a autorisé à ce qu'on commence à les semer, ces terrains que nous avions laissés en jachère, pour essayer de pallier éventuellement le déficit. Alors peut-être que ça peut à nous aider à passer un cap, mais en tout cas pour les autres, ce n'est pas évident que cela le soit dans les jours à venir. À mon sens, la guerre en Ukraine, et entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas seulement une guerre entre les Ukrainiens et les Russes. C'est véritablement une guerre entre deux visions du monde complètement différentes. Deux visions. Vous avez un système totalitaire, oppressif, qui contrôle les médias, qui ne supporte pas éventuellement l'opposition, qui la bâillonne complètement cette opposition, qui écrase l'individu et la société civile, système ultranationaliste. Et vous avez de l'autre côté un système démocratique qui croit aux droits de l'homme, qui croit à la liberté individuelle, à la dignité, qui croit à la liberté de la presse, qui croit à la justice. Et nous avons deux visions du monde qui sont en train de s'affronter. De l'autre côté, vous avez les Russes, les Chinois, l'Inde, avec des gouvernements ultranationalistes, là. Et de l'autre côté, vous avez nous, avec les Américains. Et nous avons deux visions du monde. La Syrie, les printemps arabes ont été la démonstration, si nous avions voulu regarder ce qui s'est passé. Vous avez l'aspiration des pays arabes à la démocratie. En dehors de la Tunisie, les autres ont été écrasés. Les autres ont été écrasés. L'Égypte, vous avez un dictateur, on a remplacé un autre. La Libye, pour l'instant, le pays est complètement détruit avec un général d'un côté, Haftar, d'accord, soutenu par les Russes, okay, qui ne demande qu'à monter et remplacer Kadhafi. La Syrie, les Russes ont fait en sorte que Assad reste au pouvoir, que le régime, etc. Vous avez à la fois partout où la démocratie tente, etc., de s'élever, de se mettre en place, écrasée. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils voulaient? La démocratie et rejoindre l'Europe, écrasée aussi. Donc Poutine nous fait la guerre. Poutine nous fait la guerre. Parce que nous avons deux visions du monde complètement différentes. Et donc ce qui se passe, et le président Zelensky a raison quand il dit nous nous battons pour vous. Nous nous battons pour une certaine image, effectivement, de la démocratie, une certaine vision du monde. Aidez-nous. Aidez-nous, prenez vos responsabilités, vous n'en faites pas assez. Et il a raison de dire que nous n'en faisons pas assez, nous manquons de courage. Nous continuons à acheter tous les jours pour 650 millions de gaz à la Syrie, à la Russie. Tous les jours, nous lui fournissons de l'argent pour continuer à se battre. Aujourd'hui, nous devrions nous battre de nouveau en Syrie. Partout où il est présent, nous devrions lui montrer de la résistance. En Syrie, il faudrait réarmer l'armée syrienne libre de nous, pour l'affaiblir partout où c'est possible. Au Mali, nous y sommes depuis 10 ans. Nous sommes venus pour aider les Maliens à se débarrasser des groupes rebelles. D'accord ? Nous y sommes depuis 10 ans. Nous avons perdu plus de 52 hommes de Français qui sont morts pour le Mali. Okay ? Il y a un putsch. Il y a un dictateur militaire qui se met au pouvoir. Le groupe Wagner arrive. Et c'est nous qui partons. Et c'est nous qui partons. En laissant des mercenaires et un putschiste prendre le pouvoir. Et on abandonne. Et on s'en va. Alors pourquoi nous y avons été pendant 10 ans et pourquoi nous avons accepté de perdre 10 de nos hommes là-bas? Pourquoi? Pour qui? Centrafrique. Il y a l'ONU, présent. Renversement du régime. Dictateur qui arrive. 4 officiers de l'ONU se présentent à l'aéroport pour partir. Les 4 sont arrêtés pour complot de meurtre du président du Centrafrique. Le groupe Wagner est présent en Centrafrique. Partout, d'accord, où il peut, il essaye de nous chasser et de mettre en place des dictatures. Partout. Et les dictateurs vont le chercher, parce qu'il tient parole par rapport aux Américains.
qui ont perdu de la crédibilité. Donc, ils ne sont pas crédibles. Et celui qui apparaît comme le seul crédible, véritablement, c'est Poutine. Parce qu'il va jusqu'au bout de ses convictions à lui. Et donc les dictateurs vont le chercher. Quand ce n'est pas certains de chez nous qui vont chercher de l'argent. C'est pas meilleur. Alors, si nous avions pris en compte véritablement et analysé ce qui passait en Syrie, jamais nous aurions eu l'Ukraine. Jamais. On aurait marqué le pas là-dessus. Mais nous ne le faisons pas. Et donc, ce qui se passe en Ukraine nous concerne directement. Et ce n'est pas une affaire d'Ukrainiens seulement.